Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bonjour Chloé Lefranc. Vous avez 25 ans, vous habitez en région parisienne, vous avez fait des études d'économie de l'environnement et c'est comme ça que vous est venue l'idée de réfléchir à un tourisme plus durable. Vous avez alors lancé le site de voyage Pause Lenteur. De quoi s'agit-il ? Il y a quelques années, j'ai complètement repensé ma conception du tourisme selon mes convictions. J'ai abandonné le réflexe de l'avion et les listes de choses à voir et à faire. Je voulais voyager plus localement et surtout ne plus être toujours pressée. Mon ambition, c'est de promouvoir cette norme de voyage plus durable. Pour recréer une sensation d'aventure sans impacter l'environnement, j'ai créé Pause Lenteur, qui propose des week-ends à destination mystère en France et en train. Nos séjours sont adaptés aux envies de nos clients. Ils leur permettent de découvrir une destination qu'ils n'auraient jamais imaginé visiter sans s'occuper de l'organisation, tout en étant acteurs d'un tourisme durable. Aujourd'hui, nos clients sont 100% satisfaits de leur séjour et surtout, ils ont envie de voyager plus lentement. Parfait. Écoutons maintenant Nathalie Carré, conseillère en création d'entreprise, qui a examiné les forces et les faiblesses de votre projet. Au-delà du week-end lent, Pause Lenteur est une expérience géniale. On ne s'occupe de rien, sauf de remplir un questionnaire et de payer, mais ce n'est pas très cher. On a un sujet de conversation pendant plusieurs jours, puisque la destination est un mystère. On peut même faire des paris. On se détend dès le début du week-end parce qu'on n'a pas besoin de conduire, on prend juste les transports en commun et on découvre une ville. On réalise des activités grâce à un guide, on va dans un hôtel éco-responsable. Votre site explique très bien comment tout fonctionne. Vous donnez des exemples de week-end, ça met en confiance les personnes qui n'aiment pas trop l'aventure. J'ai 2 suggestions pour vous faire connaître et développer votre base de partenaires. Les Français sont majoritairement prêts à voyager en mode lent, mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent sur Internet quand ils organisent leur séjour. On n'a pas plus de 100 à 1000 recherches par mois sur ce terme. Alors, comment se faire connaître ? Vous pouvez axer la communication sur le côté week-end de pas cher, tout compris, à 2 heures de Paris, Lyon, Bordeaux. Parce qu'en effet, les Français sont rarement fixés sur une destination pour leur week-end, mais plutôt sur une distance et un prix. Et puis, vous pourriez imaginer un système de cartes de membres qui permettent de recevoir des cadeaux écolos, des activités. Plus les personnes postent de photos de leur séjour, parlent de vous, vous recommandent, plus elles gagnent des points. L'idée, c'est de créer un réseau avec toutes les personnes qui apprécient votre solution, de les mobiliser au service du plaisir de la découverte, du confort d'un séjour organisé et, cerise sur le gâteau, de la protection de l'environnement. Oui. Personnellement, j'aime bien le côté mystère, c'est intéressant, ça interpelle. Chloé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois que la préparation du voyage est aussi une source de plaisir. On se projette, on est déjà dans le voyage. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas finalement 2 formes de tourisme qui se complètent ? D'un côté,
le grand voyage qu'on fait en famille, qu'on prépare en réfléchissant, en prenant tout son temps, en regardant les photos, les avis des clients, et puis, de l'autre, le petit week-end surprise qu'on fait de temps en temps. Bonjour Chloé Lefranc. Vous avez 25 ans, vous habitez en région parisienne, vous avez fait des études d'économie de l'environnement, et c'est comme ça que vous est venue l'idée de réfléchir à un tourisme plus durable. Vous avez alors lancé le site de voyage Pause Lenteur. De quoi s'agit-il ? Il y a quelques années, j'ai complètement repensé ma conception du tourisme selon mes convictions. J'ai abandonné le réflexe de l'avion et les listes de choses à voir et à faire. Je voulais voyager plus localement et surtout ne plus être toujours pressée. Mon ambition, c'est de promouvoir cette norme de voyage plus durable. Pour recréer une sensation d'aventure sans impacter l'environnement, j'ai créé Pause Lenteur, qui propose des week-ends à destination mystère en France et en train. Nos séjours sont adaptés aux envies de nos clients. Ils leur permettent de découvrir une destination qu'ils n'auraient jamais imaginé visiter sans s'occuper de l'organisation, tout en étant acteurs d'un tourisme durable. Aujourd'hui, nos clients sont 100% satisfaits de leur séjour et surtout, ils ont envie de voyager plus lentement. Parfait. Écoutons maintenant Nathalie Carré, conseillère en création d'entreprise, qui a examiné les forces et les faiblesses de votre projet. Au-delà du week-end lent, Pause Lenteur est une expérience géniale. On ne s'occupe de rien, sauf de remplir un questionnaire et de payer, mais ce n'est pas très cher. On a un sujet de conversation pendant plusieurs jours, puisque la destination est un mystère. On peut même faire des paris. On se détend dès le début du week-end parce qu'on n'a pas besoin de conduire, on prend juste les transports en commun et on découvre une ville. On réalise des activités grâce à un guide, on va dans un hôtel éco-responsable. Votre site explique très bien comment tout fonctionne. Vous donnez des exemples de week-end, ça met en confiance les personnes qui n'aiment pas trop l'aventure. J'ai 2 suggestions pour vous faire connaître et développer votre base de partenaires. Les Français sont majoritairement prêts à voyager en mode lent, mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent sur Internet quand ils organisent leur séjour. On n'a pas plus de 100 à 1000 recherches par mois sur ce terme. Alors, comment se faire connaître ? Vous pouvez axer la communication sur le côté week-end de pas cher, tout compris, à 2 heures de Paris, Lyon, Bordeaux. Parce qu'en effet, les Français sont rarement fixés sur une destination pour leur week-end, mais plutôt sur une distance et un prix. Et puis, vous pourriez imaginer un système de cartes de membres qui permettent de recevoir des cadeaux écolos, des activités. Plus les personnes postent de photos de leur séjour, parlent de vous, vous recommandent, plus elles gagnent des points. L'idée, c'est de créer un réseau avec toutes les personnes qui apprécient votre solution, de les mobiliser au service du plaisir de la découverte, du confort d'un séjour organisé et, cerise sur le gâteau, de la protection de l'environnement. Oui. Personnellement, j'aime bien le côté mystère, c'est intéressant, ça interpelle. Chloé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois que la préparation du voyage est aussi une source de plaisir. On se projette, on est déjà dans le voyage. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas finalement 2 formes de tourisme qui se complètent ? D'un côté, le grand voyage qu'on fait en famille, qu'on prépare en réfléchissant, en prenant tout son temps, en regardant les photos, les avis des clients, et puis, de l'autre, le petit week-end surprise qu'on fait de temps en temps.
Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bienvenue dans le temps du débat consacré à la bande dessinée. Avec cette question, en quoi la bande dessinée, la BD, peut-elle être un outil de diffusion des connaissances auprès du grand public ? Une tendance s'est dégagée récemment, le développement d'une bande dessinée qui vulgarise la science, autrement dit, qui reformule un discours scientifique spécialisé pour le rendre accessible au grand public. Des auteurs et autrices se servent du dessin expressif et de textes synthétiques pour traduire des champs scientifiques complexes, de la sociologie aux nouvelles technologies, en passant par l'économie. Pierre Nocerino, vous avez écrit une thèse sur les auteurs et autrices de bandes dessinées. Vous avez travaillé sur les questions de vulgarisation, notamment dans votre champ de recherche, la sociologie. Comment définir la BD de vulgarisation ? La BD de vulgarisation a pour ambition de diffuser des savoirs, si possible à un large public, qui n'aura pas forcément de compétences scientifiques au départ. C'est une présentation très large de ses objectifs. Héloïse Chauchois, vous êtes illustratrice de BD spécialisée en vulgarisation scientifique. En quoi consiste votre travail ? Quand je travaille sur une bande dessinée, je commence par rencontrer des scientifiques compétents pour arriver à comprendre le sujet, voire à bien le comprendre, parce que c'est impossible de vulgariser quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même. Et après, il y a tout un travail de mise en scène, de mise en récit de ces informations en bande dessinée. Je fais le pont entre les scientifiques et les lecteurs. Quand vous commencez, que connaissez-vous du domaine ? Rien du tout. Pierre Nocerino, vous avez mis de la bande dessinée dans votre thèse. Pourquoi ? C'était une réflexion sur la manière d'écrire la science. Je voulais montrer que la BD pouvait être un outil de passage des savoirs, y compris quand on s'adresse à des scientifiques dans une thèse. Donc le format le plus académique possible, destiné à des collègues sociologues. En tant que chercheur, je suis convaincu que ça peut servir de support pour réfléchir ensemble aux contraintes que l'on a quand on écrit la science. Cela a été bien reçu de la part des académiciens, quelques planches de BD dans une thèse ? Oui, quand j'ai commencé, on me disait « C'est de la folie, tu vas passer pour un clown ». Bon, ne pas faire sérieux, ce n'est pas un problème. Je crois même que c'est une force parce que ça permet de se distinguer. Et je suis convaincu que ça m'a permis parfois d'obtenir des financements. En fait, je me suis très vite rendu compte que le milieu académique dans lequel j'évoluais était très ouvert. J'ai eu des échos très positifs. Je pense que les universitaires ont vraiment envie de lire de la science en bande dessinée. Mais ils ne savent pas comment faire, car ils ne savent pas l'évaluer. Or, c'est le cœur de la science, réussir à évaluer les propos. Ils ne savent pas évaluer la bande dessinée, c'est surtout ça qui pose problème. Mais sur le principe, ils sont totalement ouverts. Héloïse Chauchois, ressentez-vous cet enthousiasme auprès du public ? Je pense que oui, je le vois au niveau du travail, dans le sens où j'en ai, ce qui n'est pas évident dans le milieu de la bande dessinée. Et en séance de dédicace, dans les festivals, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément de grands lecteurs de BD à la base et qui se disaient
Pourquoi pas, le sujet m'intéresse, je vais en profiter pour lire une bande dessinée. Ils vont choisir la bande dessinée parce que c'est une approche plus ludique qui vient en complémentarité d'autres supports de vulgarisation comme des livres ou des documentaires. Bienvenue dans le temps du débat consacré à la bande dessinée. Avec cette question, en quoi la bande dessinée, la BD, peut-elle être un outil de diffusion des connaissances auprès du grand public? Une tendance s'est dégagée récemment, le développement d'une bande dessinée qui vulgarise la science, autrement dit, qui reformule un discours scientifique spécialisé pour le rendre accessible au grand public. Des auteurs et autrices se servent du dessin expressif et de textes synthétiques pour traduire des champs scientifiques complexes, de la sociologie aux nouvelles technologies, en passant par l'économie. Pierre Nocerino, vous avez écrit une thèse sur les auteurs et autrices de bandes dessinées. Vous avez travaillé sur les questions de vulgarisation, notamment dans votre champ de recherche, la sociologie. Comment définir la BD de vulgarisation? La BD de vulgarisation a pour ambition de diffuser des savoirs, si possible à un large public, qui n'aura pas forcément de compétences scientifiques au départ. C'est une présentation très large de ses objectifs. Héloïse Chauchois, vous êtes illustratrice de BD spécialisée en vulgarisation scientifique. En quoi consiste votre travail? Quand je travaille sur une bande dessinée, je commence par rencontrer des scientifiques compétents pour arriver à comprendre le sujet, voire à bien le comprendre, parce que c'est impossible de vulgariser quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même. Et après, il y a tout un travail de mise en scène, de mise en récit de ces informations en bande dessinée. Je fais le pont entre les scientifiques et les lecteurs. Quand vous commencez, que connaissez-vous du domaine? Rien du tout. Pierre Nocerino, vous avez mis de la bande dessinée dans votre thèse. Pourquoi? C'était une réflexion sur la manière d'écrire la science. Je voulais montrer que la BD pouvait être un outil de passage des savoirs, y compris quand on s'adresse à des scientifiques dans une thèse. Donc le format le plus académique possible, destiné à des collègues sociologues. En tant que chercheur, je suis convaincu que ça peut servir de support pour réfléchir ensemble aux contraintes que l'on a quand on écrit la science. Cela a été bien reçu de la part des académiciens, quelques planches de BD dans une thèse? Oui, quand j'ai commencé, on me disait « c'est de la folie, tu vas passer pour un clown ». Bon, ne pas faire sérieux, ce n'est pas un problème. Je crois même que c'est une force parce que ça permet de se distinguer. Et je suis convaincu que ça m'a permis parfois d'obtenir des financements. En fait, je me suis très vite rendu compte que le milieu académique dans lequel j'évoluais était très ouvert. J'ai eu des échos très positifs. Je pense que les universitaires ont vraiment envie de lire de la science en bande dessinée. Mais ils ne savent pas comment faire, car ils ne savent pas l'évaluer. Or, c'est le cœur de la science, réussir à évaluer les propos. Ils ne savent pas évaluer la bande dessinée, c'est surtout ça qui pose problème. Mais sur le principe, ils sont totalement ouverts. Héloïse Chauchois, ressentez-vous cet enthousiasme auprès du public? Je pense que oui. Je le vois au niveau du travail, dans le sens où j'en ai, ce qui n'est pas évident dans le milieu de la bande dessinée. Et en séance de dédicace, dans les festivals, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément de grands lecteurs de BD à la base et qui se disaient « Pourquoi pas, le sujet m'intéresse, je vais en profiter pour lire une bande dessinée ». Ils vont choisir la bande dessinée parce que c'est une approche plus ludique qui vient en complémentarité d'autres supports de vulgarisation comme des livres ou des documentaires.
Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bonjour Thomas Varin. Bonjour Nina Delvaux. Vous nous parlez d'une nouvelle expérience urbaine, le co-living. Oui, le co-living, à ne pas confondre avec la colocation, consiste à louer une chambre meublée avec généralement une salle de bain et à partager avec d'autres résidents des services, salle de sport, restauration, bureau et de multiples prestations à la carte. La demande de logement en co-living a explosé, principalement venant de jeunes actifs, souvent urbains, qui préfèrent profiter d'un logement plus grand, quitte à partager une partie de l'espace. Cette notion de partage des lieux a un avenir? Oui, le co-living correspond aux attentes des jeunes actifs qui cherchent à moins posséder et privilégient un usage avec une valeur ajoutée, c'est-à-dire un accès à des services, plus de flexibilité pour un prix qui doit rester moins cher qu'un loyer classique. Les locataires restent en moyenne 7 mois. Certains louent 2 ou 3 mois, ils n'ont pas envie d'aller à l'hôtel. Ils veulent vivre une expérience collective. Les usagers qui arrivent dans une ville sans la connaître y voient l'occasion de faire des rencontres. C'est une offre qui met aussi en lumière la difficulté de se loger. Des villes saturées, des loyers chers, les promoteurs immobiliers ont bien compris les besoins. Ils s'y intéressent de plus en plus. Nouvelle expérience urbaine, le co-living fait partie de la transformation des façons d'habiter. En attendant qu'il devienne peut-être un jour un mode de vie, c'est une des solutions pour se loger et vivre autrement. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bienvenue sur Radio Mayuri. Je reçois Amélie Prudent, co-auteure avec Marika Ancel de la méthode Apprendre pour s'envoler, parue dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. On compare l'illettrisme à un mal silencieux. Pourquoi ? Les personnes en situation d'illettrisme ont été scolarisées, mais elles sont sorties du système scolaire trop tôt. Les savoirs de base sont quelque part dans la mémoire, mais un peu oubliés avec le temps. On ne parle pas beaucoup de ces personnes parce qu'elles se dévoilent très rarement. Elles utilisent des stratégies grâce auxquelles on ne détecte pas tout de suite leur illettrisme. C'est justement le silence de ces personnes qu'on souhaite combattre. Pourquoi cet ouvrage ? Les supports disponibles étaient certes ancrés dans notre culture, mais ils s'adressaient aux enfants, pas du tout au public adulte. J'ai travaillé sur des fiches de cours adaptées au public concerné, qui partent de notre environnement avec des choses qui sont dans notre culture. Les ressources pour les enfants peuvent difficilement lever les résistances face à l'apprentissage. Au contraire, elles causent parfois un blocage chez un public sensible et fragile. En illettrisme, il faut savoir qu'une personne qui vient nous voir a déjà des difficultés et qu'elle a perdu beaucoup d'estime d'elle-même. Donc, il faut d'abord remettre en confiance, que les gens soient à l'aise, qu'ils puissent discuter. Et puis après, on commence à travailler. Alors, avec Madame Ancel, on a souhaité faire une méthode. Puisque les fiches ont fonctionné, forcément, la méthode fonctionnera. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez.
Je suis sociologue et un jour, j'ai fait une conférence sur le bonheur au travail. Et quelqu'un m'a dit « Je vous trouve très cynique sur le bonheur en entreprise. C'est quand même très important parce que des gens qui travaillent dans un cadre formidable seront plus performants. » Ce que je critique, c'est d'instrumentaliser le bonheur dans un souci de performance. Ce raisonnement-là est dangereux. On dit « Votre bonheur est un moyen pour vous rendre plus performant ». Je ne crois pas du tout à cette logique. Au contraire, faire en sorte que les salariés soient de plus en plus performants, donner toutes les conditions de la performance, rendra les gens heureux. Mais faire du bonheur une condition et non une conséquence, c'est là une énorme erreur de raisonnement dans les entreprises aujourd'hui. On met des baby-foot, des jus d'orange, des plantes vertes, des restaurants, des piscines. Il y a même des psychologues maintenant, des ostéopathes. Il y a tout dans l'entreprise. Et il faut être heureux, parce que si on ne l'est pas, on culpabilise. On a tout pour être heureux et on ne l'est pas. Je fais juste remarquer combien de gens quittent les belles grandes sociétés, les métiers dans les nouvelles technologies, pour devenir boulanger, faire des choses manuelles, parce que là, ils ont un pouvoir d'action, ils se réalisent, ils voient la transformation de ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Ils ne sont pas dans une abstraction, un bonheurisme obligatoire. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée.